Merci beaucoup Sama, merci Isra, merci Soner, merci Massoud et quelques autres, et merci à vous d'être là. Alors c'est un grand plaisir toujours de venir parler de mes amis palestiniens, et si vous voulez bien, je vais faire ça en deux parties. La deuxième partie, ça sera plutôt une partie pour répondre aux questions-réponses concernant l'actualité qui est très prégnante, avec différents volets. J'essaye à chaque fois de privilégier les informations que j'ai du terrain qui viennent directement de mes contacts, mais on pourra parler et élargir aussi un petit peu le débat. Et puis dans la première partie, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, pas seulement en tant que médecin et chirurgien, parce que je n'aime pas beaucoup raconter ma vie personnelle. Je pense que je fais mon boulot comme tout le monde, mais j'essaye de le faire le mieux possible. Mais en ce qui concerne Gaza, c'est une longue histoire, puisque ça fait maintenant tout juste 25 ans que j'ai été attiré là-bas, avec pas évidemment d'ailleurs, avec une grande surprise, c'est-à-dire que dès qu'on est allé en Palestine, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont fait, le voyage, eh bien, on revient avec des idées différentes, avec des images différentes, et surtout avec une critique, évidemment, de ce que racontent nos médias et nos politiques, avec cet énorme décalage dont on mesure aujourd'hui, c'est un véritable abîme qu'il y a entre la réalité humaine, la réalité juridique et la perception de nos médias, et tout ça se termine pour un certain nombre d'entre vous et d'entre nous devant un tribunal où on en est à expliquer que la liberté, tout le monde y a droit, l'autodétermination, ça fait partie des valeurs fondamentales. La charte de l'ONU, il ne faut pas la déchirer, il faut au contraire s'appuyer dessus. Donc ce sont finalement des choses extrêmement simples aujourd'hui qu'on est obligé d'expliquer, de faire de la pédagogie. Alors, je ne vais pas vous faire cette pédagogie ici parce que vous la connaissez, mais je vais vous raconter simplement mon petit parcours, parce que je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas une personne de plume, mais c'est vrai que quand on va régulièrement dans un lieu, j'ai opéré pas mal à l'étranger, dans toute une série de pays, parce que je travaille dans une spécialité assez étroite, et comme les spécialités étroites, eh bien c'est des spécialités rares, et donc on a besoin de savoir réparer les nerfs, traiter les paralysies, voilà. Donc j'ai fait ça dans toute une série de pays, et puis quand j'ai eu l'occasion d'aller première fois à Gaza en 2001, je m'étais rendu compte à l'occasion de ces voyages qui sont partagés entre la chirurgie qu'on pratique et l'enseignement de la chirurgie qu'on prodigue à des élèves appelés plus jeunes chirurgiens. L'important, c'est le rappel de vaccination. Il faut y retourner, il faut revoir les gens, il faut aller suffisamment souvent pour que quand un collègue voit un patient qui dit « Tiens, celui-là, il faut qu'on le voit ensemble, il faut qu'on l'opère ensemble ». Donc, aller là-bas tous les 4 mois, ça permet de ne pas s'imposer, mais en même temps de donner un coup de main et d'avancer. Et je dois dire que le compagnonnage, je pense que dans beaucoup de professions, c'est la même chose. On avance tous ensemble, on avance avec nos collègues, avec ceux qui nous rendent visite. On apprend d'eux et ils apprennent de nous. Donc, ça, c'était il y a 25 ans. Au bout de quelques années, j'ai apporté les diplômes d'enseignement de chirurgie réparatrice et de microchirurgie que j'exerçais en France et que d'ailleurs j'ai enseigné aussi quelques années en Algérie, le même diplôme. Et donc, aujourd'hui, X années après, j'ai reçu par exemple, c'est une anecdote, mais j'aime bien procéder par anecdote, j'ai reçu il y a quelques semaines une photo de Gaza où on voyait toute une série de bonshommes debout comme ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je réponds, mais c'est quoi cette photo? On me dit, tu reconnais pas les gens qui sont dessus? Ah ben non. Eh ben c'était le jury de la spécialisation en chirurgie orthopédique. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il y a le jury des chirurgiens orthopédistes enseignants de Gaza qui s'est réuni pour faire passer pendant 48 heures un examen de chirurgie orthopédique à 3 jeunes chirurgiens, pas si jeunes que ça, parce qu'ils ont déjà été formés en chirurgie générale, ils ont fait un internat, un résidanat, tout ce que vous voulez, et là, ils validaient leur spécialité en chirurgie orthopédique. Et le président du jury, c'était un de mes anciens élèves,
qui a passé mes diplômes il y a 15 ans et qui, à l'heure où je vous parle, est en train d'opérer à l'hôpital Shifa dans les conditions effroyables que vous connaissez. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça la partie chirurgicale, mais il y a une autre partie à laquelle je me suis attelé très vite, c'est évidemment la partie témoignage, en ce sens que je ne suis pas de ceux qui vont se planter aux urgences à faire un selfie avec un gamin en très mauvais état à côté. Ça, c'est pas du tout mon truc. Je prends jamais de photos, je dirais, d'ambiance ou quasiment pas. Mes photos sont purement chirurgicales. J'ai des dossiers sur les plus de 1000 malades que j'ai opérés qui sont tenus informatiquement. Maintenant, il y a 25 ans, c'était pas aussi bien. Mais en tout cas, je sépare complètement la partie témoignage de la partie chirurgicale. Et je veux pas que les patients ou mes élèves me voient comme un militant qui vient en passant pour prendre des selfies. Mais par contre, le témoignage écrit, c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, c'est qui permet, et la ligne directrice de tous mes bouquins, ça a été de donner la parole aux Palestiniens que je rencontrais, de tous les niveaux, si j'ose dire, simplement leur donner la parole. J'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, tout à fait par hasard, il y a un copain qui m'appelle et lui dit « je voudrais que tu discutes avec un auteur célèbre qui s'appelle Omer Bartov. C'est un Américain spécialiste d'histoire, un historien célèbre. C'est le grand spécialiste des génocides sur le plan des historiens. Et il a un parcours particulièrement intéressant parce qu'il est né en Israël, dans une famille sioniste. Il a fait 4 guerres, il a mon âge maintenant, il a fait 4 guerres, et au moment de la première intifada, il a décidé de quitter le pays parce qu'il n'en pouvait plus. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui véritablement a vécu à l'intérieur, dans un milieu qui lui a inculqué un certain nombre d'idées, et il a été capable d'en sortir. Et donc ça m'a intéressé énormément de discuter pendant 1 heure avec lui, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Internet. Vous mettez mon nom, Omer Bartov, et vous avez la discussion. Et l'un des aspects qui m'a intéressé, en dehors de sa personnalité et de son parcours, eh bien, c'est qu'il est spécialisé dans ce qu'il appelle l'histoire par le bas. Alors évidemment, par exemple, l'histoire de France, il y a l'histoire des rois, des reines, etc. Puis on ne sait pas très bien comment la population vit. Et alors, l'histoire par le bas, c'est tout à fait l'inverse, c'est les gens, les témoignages. Alors, évidemment, certains grands historiens et historiennes disent qu'ils se méfient terriblement de l'histoire par le bas parce que chacun raconte sa perception. Les mémoires, par exemple, on se met toujours en valeur. On n'a jamais vu quelqu'un s'autodétruire en rédigeant ses mémoires. Plus intéressant, il y a les cahiers personnels, vous voyez, les daily activities, les activités quotidiennes, les journaux quotidiens, vous voyez. Et Omer Bartov va plus loin et dit, bien entendu, il ne faut pas négliger toutes ces sources essentielles, mais n'importe quelle, même une photo, une vidéo, une carte postale, vous voyez, tout ça, ça peut nous apporter des éléments qui complexifient l'histoire et qui permettent aussi parfois de modifier un petit peu à la marge ses opinions. Alors en discutant avec Omer Bartov, et puis j'ai lu son dernier bouquin où il développe tout ça, je me suis dit, mais je suis un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Finalement, c'est mon point de vue. J'essaye au maximum, c'est mon point de vue en écriture, j'essaye au maximum de faire parler. Et mes livres sont truffés de citations de gens que j'ai rencontrés, et pas des citations courtes, des petits bouts de phrases. Parfois, ça fait un paragraphe. Et ça permet véritablement de voir comment les gens ressentent une situation. Alors, j'ai développé ça dans un certain nombre de petits livres. Et donc, j'ai commencé, à travers ces rencontres que je faisais et que je fais toujours, le soir, après une journée opératoire ou une journée de consultation, on va voir un tel, et on discute. Donc, j'ai eu la chance assez vite d'avoir la confiance des gens du pays et d'avoir accès pratiquement à tous les gens que je voulais rencontrer, ou beaucoup de gens qu'on m'a présentés que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas même parfois l'importance. Et c'est a posteriori, je me dis, bon sang, bonsoir, j'ai eu l'occasion de rencontrer telle personne et je n'en ai pas profité, entre guillemets, assez. Parce qu'au début, évidemment, quand vous êtes un étranger, vous venez d'ailleurs, vous travaillez... j'ai toujours travaillé dans le milieu palestinien
à 100%. Ne me parlez pas des grandes ONG dont les noms sont au bord de vos lèvres. J'ai toujours travaillé avec les Palestiniens, anesthésistes, infirmiers, infirmières, médecins, chirurgiens dans les hôpitaux palestiniens et jamais sous une tente gonflable sur un aéroport. Donc, je me suis dit, je suis un étranger, je ne vais certainement pas avoir posé des questions qui dérangent, certainement pas avoir l'impression de leur donner des leçons, de leur donner des conseils, mais force est de constater que la confiance s'installant, les bouquins étant écrits, dont certains d'ailleurs ont été traduits en arabe, j'ai été surpris avec le temps, mais vraiment estomaqué, de voir à quel point je peux m'asseoir dans un coin, poser n'importe quelle question, les questions les plus stupides, les questions de Candide, les questions parfois que mon interprète Mohamed Rantissi n'oserait pas poser, parce que, voilà, moi je peux, lui il peut pas. Et c'est depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'on fait ça avec Mohamed Rantissi. Combien de fois on s'est regardé au cours d'un entretien avec un petit coup d'œil disant, tu vois, il a dit ça, etc. Je ne vous dis pas les débriefings qu'on fait après. C'est vraiment un plaisir extraordinaire et c'est ça qui m'a permis de faire ces petits livres. Alors, ces livres, ils ont aussi une histoire parce que cette histoire, c'est un peu la mienne en ce sens que je n'y connaissais rien ou pratiquement rien quand j'ai débarqué là-bas. Je fais partie de cette génération. Les plus âgés ici, peut-être, ont vécu ça. Je fais partie de cette génération. J'étais dans un milieu très, très bourgeois où on ne parlait pas de politique, parce que c'était ça, la politique. Vous voyez, donc l'éducation, on se la fait soi-même dans un milieu assez fermé sur le plan de la discussion. Et pour vous donner une idée, quand j'ai vu en 1967 Paris Match avec les photos des soldats israéliens qui arrivaient au pied du mur de lamentation, j'étais enthousiaste. J'étais totalement ignorant. J'étais complètement victime de cette propagande qui a duré quand même très longtemps, comme quoi les Arabes sont partis volontairement. Moi, j'ai fait partie de ceux qui le croyaient. Vous voyez, donc c'est pour ça que les gens qui changent d'avis, je trouve que ça peut être vu d'une manière très positive. C'est des gens qui sont capables justement de changer d'avis. Vous voyez, je parle beaucoup de Lamartine en ce moment parce que il y a un livre magnifique qui est sorti sur lui qui s'appelle Lamartine et l'islam. Lamartine était un immense bonhomme qui en 1830 était favorable à la colonisation de l'Algérie et qui, à la fin de sa vie, a dit que c'était un énorme crime et qu'il y était totalement opposé. Vous voyez, on aimerait bien voir certains de nos politiques avoir cette honnêteté intellectuelle pour reconnaître leurs erreurs de jeunesse. En tout cas, moi, j'ai fait partie de ceux qui, voilà, je vous l'ai dit. Alors, évidemment, les premières fois où j'ai vu des photos avec des Palestiniens, une charrette, tout ce qu'on voit finalement en ce moment, les matelas empilés, et puis les soldats derrière le fusil pointé, mais je me suis dit, ils ne sont pas partis volontairement. Puis je me suis dit, attends, réfléchis 5 minutes. Qui, sur la surface de la planète, aujourd'hui, est d'accord pour partir volontairement du lieu où lui et toute sa famille, ses ancêtres, ont vécu? Ça n'existe pas, évidemment. Voilà. Alors, j'ai commencé simplement, je me suis dit, j'avais Mohamed Rantissi à côté de moi, qui est venu à Paris avec une bourse. Il a passé quelques mois à l'hôpital et puis il a habité chez nous avec mon épouse. Je me suis dit, bon, je n'y connais rien, je vais commencer par écrire la biographie d'un Palestinien, déjà, voilà. Bon, et ça, vous le savez, il y a sûrement des Palestiniens dans la salle, 1 ou 2, 3, non, 1, oui, voilà. Chaque Palestinien a une histoire qui pourrait faire l'objet d'un livre, tous ses parcours, tout ça, voilà. Donc moi, j'en ai suivi un à la trace, j'ai profité de son passage à la maison pour ça a donné le premier bouquin, Survivre à Gaza, biographie de Mohamed Rantissi, qui est épuisé d'ailleurs, ce livre. Et après, je me suis dit, bon, cette petite bande de sable a sûrement une histoire, elle est au bord de la Méditerranée, il y a l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre, etc. Et je suis tombé par hasard sur une histoire de la bande de Gaza qui a été écrite par un journaliste anglais et qui m'a beaucoup plu parce que c'est une histoire qui ne se limite pas au siècle dernier. Vous voyez, il y a énormément de choses qui ont été écrites, comme si l'histoire de Gaza, c'était une histoire de ce conflit effroyable qui culmine en ce moment. Non, il y a des gens qui habitent là-bas. Une excellente exposition en ce moment à Paris, Gaza, 5000 ans d'histoire. Il y en a peut-être qui l'ont vu, non? Oui, hein?
Ça finit fin novembre. Ça vaut la peine parce que, d'abord, 5000 ans d'histoire. L'histoire, c'est ce qu'on peut raconter, c'est ce qui est écrit. Mais le peuplement de cette région, c'était l'un des premiers peuplements fixes humains quand l'homme s'est échappé, pour ceux qui y croient, de l'Afrique pour aller coloniser le monde entier. Vous voyez, donc il y a des vestiges qui sont beaucoup plus anciens, mais en tout cas, on a des éléments très riches sur les 5000 dernières années, ce qui est quand même absolument énorme. Et cette exposition, eh bien, ce sont des pièces qui sont sorties de Gaza en 2007 et qui ont fait l'objet d'une exposition en Suisse au musée d'art et d'histoire. Et elle est restée dans les caisses pratiquement. Elle a tourné un petit peu. Je crois qu'elle est allée en Belgique. Je ne crois pas qu'elle soit passée en France. Et puis voilà que la catastrophe actuelle arrive. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais au fond, il y a une exposition sur Gaza, 5000 ans d'histoire. Et donc, c'est cette exposition qui a été montée en urgence à l'Institut du monde arabe. Et là, si je vous en parle, déjà, ça peut durer du temps, mais j'aurai les points essentiels. Cette exposition, eh bien, elle a été créée par les chercheurs occidentaux, français, qui s'appellent les Pères dominicains de Jérusalem, Jean-Baptiste Imbert et Jean-Michel de Tarragon, et qui ont passé en gros toute leur vie là-bas à fouiller. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des religieux, donc qui ont des convictions religieuses, et en même temps, ce sont des scientifiques, historiens pour l'un, reconnus, et archéologues pour l'autre, CNRS, expositions, articles, publications épaisses comme ça. Et ils ont passé 30 ans à fouiller là-bas. C'est eux qui ont sorti les pièces en 2007, et c'est eux qui ont été, non pas les commissaires, parce que le commissaire c'est un titre administratif, mais c'est c'est leur exposition qui est montée en ce moment à l'Institut du monde arabe. Alors elle est très claire, très pédagogique, il y a des objets magnifiques, très intéressants, mais il y a aussi une partie dans la salle numéro 2 qui est extrêmement politique, parce que, pour vous donner juste une image, eh bien, vous avez des tables avec des photographies à peu près de la taille de cette table ici, par exemple du port de Blakia en Tédon, tel qu'il a été fouillé. Et vous avez après une photo en vue de drone avec le même angle du même territoire aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez avant le 7 octobre et après les bombardements des sites archéologiques. Et ça, le message est très puissant, je peux vous le dire. Et puis vous avez un autre message qui est très puissant, c'est qu'à côté de ces deux tables, il y en a toute une série, une dizaine de sites avec avant, actuellement. Et vous avez sur chaque site des petites photos. Et là, vous voyez des personnes qui n'ont pas les gilets rouges des secouristes qui vont sortir les enfants de sous les décombres, qui ont des gilets jaunes. Et c'est qui? Eh bien, ce sont les Palestiniens de l'équipe archéologique qui sont en train d'essayer de sauver quelques objets au milieu des trous d'obus et pour essayer d'en récupérer un petit peu. Et là, le message est évidemment très fort puisque on voit que le patrimoine, c'est pas simplement les immeubles, c'est pas simplement etc., etc. C'est surtout ce qu'on a dans la tête, c'est surtout les racines d'une population. C'est ça le véritable patrimoine, et il est évidemment indestructible. Donc, allez voir cette exposition de l'Institut du monde arabe. Alors donc, Gaza, j'ai appris l'histoire simplement en traduisant ce bouquin, et j'ai surtout appris à connaître Gaza parce qu'il y a toute une série de sites dont j'ignorais complètement l'existence et que je suis allé voir après avec cette connaissance. Alors, l'histoire, elle est extrêmement riche parce que c'est un poncif de dire qu'un lieu est un carrefour de civilisation. Tous les lieux sont des lieux carrefours. Mais enfin, en tout cas, là c'est vraiment le cas. Et ça m'a permis aussi de découvrir... Tiens, j'ai pas pris le bouquin, il est sur la table là-bas. Ça m'a donné aussi l'idée, ou plutôt à mon éditeur, de faire un bouquin sur les chrétiens de Gaza. Vous voyez, quand on écrit un bouquin, il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis la bonne personne pour l'écrire ? Est-ce que c'est intéressant ? Alors, chrétien de Gaza, déjà, quand on prononce le mot chrétien de Gaza, il y a beaucoup de gens qui sautent en l'air et qui disent « Tiens, je ne pensais pas qu'il y avait des chrétiens à Gaza, parce qu'à Gaza, il y a le Hamas, et alors donc, sûrement, il ne doit pas en rester un seul, ils sont tous partis. » C'est tout le contraire, c'est ce que vous allez voir dans ce bouquin.
c'est tout le contraire. Et ça m'a donné l'occasion de recroiser et d'approfondir mes relations justement avec les pères dominicains Jean-Baptiste Imbert et Jean-Michel de Tarragon, qui sont la main dans la main d'ailleurs avec le Hamas, comme tous les chrétiens de Gaza, parce que le Hamas, eh bien, c'est la puissance protectrice, c'est celle qui tient aux chrétiens de Gaza comme à la prunelle de leurs yeux, parce qu'ils savent très bien que si un cheveu d'un chrétien est arraché à Gaza, le monde occidental va se précipiter là-dessus, comme un chien sur un morceau de fromage ou de rat ou de je sais pas quoi. Et voilà. Et donc, comme mon éditeur m'a proposé de faire ça, j'avais pensé à un sujet de télévision, parce qu'il y a les images, parce que le christianisme est vivant là-bas, parce que l'église Saint-Porphyre, elle date du IVe siècle, et donc ça se sent dans les murs, vous voyez, même dans les odeurs. Le radius de Saint-Porphyre, un radius gauche, il est là, c'est une relique qui est visible, vous voyez, donc c'est palpable tout ça. Et j'ai jamais trouvé une télé que ça intéresse. Il faut dire que la télé ne bouge pas beaucoup, hein, ils sont assez plan-plan. Par contre, le bouquin, on l'a fait ensemble, avec Jean-Baptiste et Jean-Michel, avec une partie historique, et la deuxième partie, c'est, alors là, j'ai osé, au bout de quelques années, avant, je n'osais même pas prendre des notes quand j'étais face à quelqu'un, et depuis maintenant 15 ans, j'arrive, on me connaît, je pose un magnéto sur la table, on l'oublie, et là, ça donne une richesse d'entretien, et surtout, on peut y revenir, y retourner. Combien de fois j'ai fait des entretiens, un petit peu au hasard, on m'a dit, tiens, on va aller voir un tel. Je me suis dit, oui, c'était pas terrible cet entretien, on n'a pas tellement avancé, etc. Et puis 5 ans, 10 ans après, je me suis dit, bon sang de bonsoir, c'était telle personne. Je réécoute l'enregistrement, je refais traduire les discussions qui ont lieu en arabe. Je ne parle pas arabe, je m'en excuse. Tous les médecins et toutes les infirmières parlent anglais là-bas, donc vraiment ça pousse à la paresse. Mais je comprends un petit peu quand même de temps en temps, mais ouais, moins le sujet de la conversation. Mais en réécoutant les discussions off et tout ça, j'ai obtenu des perles qui m'ont servi d'ailleurs dans le dernier bouquin qui est le Cheikh Yassine. Voilà, donc ces chrétiens de Gaza, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des invasions arabes, entre guillemets, savent très bien que comme à Jérusalem, où les lieux de culte ont été partagés, Gaza, c'est un petit Jérusalem. Les lieux de culte ont été partagés. L'église Saint-Porphyre est restée au culte chrétien. Puis l'église Eudoxiana, eh bien, on en a fait une mosquée. Quand les croisés sont arrivés, la mosquée est redevenue une église. Elle a été agrandie. Et si vous regardez la photo, une photo, vous voyez, par exemple, je vais faire un test rapide auprès de ma voisine de droite. Il y a quelques photos. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont au milieu. Elles sont au milieu. Voilà, vous voyez, je vous montre la photo, c'est celle-ci. Peut-être que ceux qui sont au premier rang voient ce que c'est. Regardez cette photo et dites-moi ce que c'est. Ça, celle-ci là, ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Des voûtes qui correspondent à une église. Oui. Et vous avez vu déjà des églises comme ça? De ce genre, vous voyez? Il y en a plein la région ici. Oui. C'est les mêmes. C'est exactement la même architecture. Et bien ça, c'est la mosquée Al-Oumari, c'est-à-dire que reconstruite et agrandie par les croisés, retransformée en mosquée qui ont transformé le clocher en minaret. Et bien c'est ça. Et ça, c'est la mosquée Al-Oumari avant le 7 octobre, avant le 23 très précisément, où elle était bombardée. C'est-à-dire que le principal mosquée, la plus ancienne, la plus chérie, si vous voulez, au cœur du cœur historique de la ville de Gaza, c'est une église du XIe siècle, qui n'est pas orientée vers la Mecque, hein, comme toutes les églises. Voilà. Donc cette mosquée Al-Oumari, elle était beaucoup plus qu'un bijou architectural, c'est surtout un énorme symbole dans un pays où la messe, par exemple, à l'église Saint-Porphyre a lieu le vendredi et non pas le dimanche, et au moment où les gens sortent de l'église Saint-Porphyre, on entend l'appel à la mosquée Al-Oumari, à l'appel pour la grande prière. Voilà, ça montre que Gaza, parmi tous les exemples qu'ils peuvent nous donner,
c'est l'exemple de plus qu'une cohabitation, c'est un exemple de fusion. Les Palestiniens, vous le savez, disent toujours « je suis d'abord arabe, ensuite palestinien, et puis ensuite je suis chrétien, musulman ». Voilà. Et c'est d'autant plus indiscutable qu'on sait que les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza pendant 5 siècles après l'arrivée de l'islam. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous a parfois inculqué, une espèce de massacre, j'en passe. Et donc il y a eu une espèce de cogestion de la cité pendant 500 ans, et la chute brutale des chrétiens de Gaza, sur le plan numérique, ça a correspondu à la colonisation, c'est-à-dire à l'arrivée des croisés. Et quand les croisés sont partis, avec tous les grands massacres, etc. Voilà, donc ça c'est le petit bouquin sur les chrétiens de Gaza. Et puis je me suis intéressé évidemment assez vite au droit, parce que quand on voit défiler des enfants, des femmes, etc., exploser, on se pose évidemment la question du droit. Et j'ai eu la chance de bénéficier pendant 15 ans, et malheureusement il est décédé l'année dernière, de l'amitié et de la collaboration avec quelqu'un très proche d'ici, de Lyon, Gilles Devers, qui était le grand avocat, le plus important avocat des Palestiniens auprès de la Cour pénale internationale. Et on a fait plein de choses ensemble avec Gilles, on se téléphonait 30 minutes, 3 fois par semaine au minimum. Il me testait un petit peu si j'étais capable de comprendre ce qu'il disait, c'est bon, on pouvait le dire. Oui, je faisais un petit peu son sparring partner, évidemment pas du tout au niveau, mais au moins l'objectif c'était de faire de la pédagogie. Et donc lui se refusait à écrire des bouquins et tout ça. Enfin, il en a fait quand même, mais je pense on pourrait parler toute la journée de Gilles Devers. Mais en tout cas, il m'a fait l'honneur et l'amitié de me transmettre toute une série de choses. Et ça a donné 2 petits bouquins. Le premier, en 2014, je l'ai appelé « Le chemin de la Cour », le chemin de la Cour pénale internationale. Donc, il a été écrit en 2014, vous voyez. Et tout ce qui a été écrit, et donc ces livres ont été écrits, y compris celui-là, corrigé par Gilles Devers, sur le plan juridique, tout ce qu'il y a dedans est strictement, rigoureusement exact, mais il est mis dans une forme que je peux comprendre et que tous les juristes peuvent comprendre. Les non-juristes peuvent comprendre. Et donc, tout ce qui a été écrit dans le bouquin en 2014, c'est ce qui s'est passé par la suite. On fait la genèse du processus judiciaire, et quand le livre est sorti, mon éditeur, qui est un artiste, il a eu l'idée de mettre sur la couverture, je ne l'ai pas apporté le bouquin en 2014, j'ai apporté celui-là qui est plus récent, mais il a eu l'idée de mettre sur la couverture les cartes à jouer. Vous vous souvenez comment, la guerre d'Irak, on avait donné à chaque soldat américain un jeu de cartes, et il y avait 52 têtes de personnes qui étaient des leaders qu'il fallait coffrer, et donc à tout moment ils pouvaient se référer à leurs cartes à jouer. Et l'éditeur a mis sur la couverture 4 cartes à jouer, dont celle de M. Netanyahou. Voilà. Et quand le bouquin est sorti, on m'a dit « Attends, aucun libraire, et ça a été vrai, n'acceptera de mettre ça dans sa devanture. Tout ce que vous dites dedans, ça n'arrivera jamais. Une enquête approfondie, ça ne se fera jamais, etc. etc. » Qu'est-ce qu'on a entendu? Bon, tout ce qu'on a écrit dans le bouquin, il n'y a pas une ligne à retirer. C'est-à-dire que les pistes qui ont été tracées et qu'on a asymptotées, si j'ose dire, c'est ce qui s'est passé exactement. Le deuxième bouquin, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, celui-là, il date de 2022. Et là encore, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Jamais ils seront devant la Cour pénale internationale. Jamais. Quand il y a eu l'ouverture de l'enquête approfondie, ça n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas de mandat d'arrêt. Quand les mandats d'arrêt ont été émis, on nous a dit, mais jamais les juges ne vont concrétiser les mandats d'arrêt, parce que les mandats, ça vient des juges, le procureur demande aux juges. Ça ne se concrétisera pas. Et Gilles Devers a eu quand même la reconnaissance, si j'ose dire, 4 jours avant de disparaître, eh bien, de voir sortir les mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et quelques autres. Voilà, autrement dit, cette utopie juridique, moi j'ai été élevé au lait de Gilles Devers, c'est-à-dire que jamais une seconde il n'a douté que le droit allait progresser, allait avancer. Et combien de fois j'ai vu l'analogie qu'il y a entre le droit et la médecine, c'est-à-dire qu'en médecine comme en droit et sans doute dans beaucoup d'autres disciplines, il y a des moments où il y a des avancées et c'est comme un cliquet, vous voyez, ça fait cloc,
et ça ne peut pas revenir en arrière. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, il faut du temps, il y a beaucoup de désespérance, mais si l'on observe objectivement la chronologie de tous les événements qui se sont déroulés sur le plan judiciaire depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a une direction, il y a une logique, il y a des étapes qui sont absolument irréversibles. Et Gilles Devers me disait encore, il y a quelque temps, enfin un peu avant de disparaître, le nouveau procureur, celui qui a succédé à l'excellente Fatou Bensouda, eh bien le nouveau procureur s'est probablement juré de ne jamais lancer un mandat d'arrêt, mais il y sera obligé. Il y sera obligé. C'est inimaginable que ça ne se passe pas. Et aujourd'hui, sur le plan juridique, alors évidemment, on pourra en discuter tout à l'heure, le non-droit absolu de ceux qui dirigent notre planète, du côté occidental, mais il ne fait aucun doute que tout ça va basculer et en faveur du droit, on pourra en reparler. Alors là, on arrive à un mouvement qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours été du côté des victimes. Comme ça, quand j'étais à l'école primaire, quand il y avait un gamin qui était un peu le souffre-douleur, j'ai dit, bon, c'est comme ça, c'est dans ma nature. J'ai 4 enfants, j'ai une fille qui est comme moi, pareil, elle est avocate et elle s'occupe des pauvres et des déshérités, ça existe. Bon. Et évidemment, dans le cadre des Palestiniens, je l'ai vu très vite, il y a un ostracisme que vous connaissez, hein, qui est l'ostracisme contre le Hamas, vous voyez, et on raconte tout et n'importe quoi sur ce mouvement. Alors moi, j'ai eu l'occasion de le connaître de l'intérieur, parce que mon ami Mohamed Rantissi, eh bien, c'est lui qui m'a introduit auprès de son frère, Abdelaziz Rantissi, fondateur célèbre, charismatique, pédiatre du Hamas, vous voyez. Je me souviens, la première fois, il m'a dit « Est-ce que vous voudriez, avec ma petite troupe, aller voir mon frère ?» Alors, moi, j'ai dit « Oui ». On était quand même comme ça. On s'est assis, on a discuté. C'est très intéressant. Je relate dans les Chroniques de Gazak, un bouquin qui est ici. À ce moment-là, à la fin, il y a mon anesthésiste qui adore prendre des photos et qui, lui, c'est un animal à sang-froid. Il peut tomber une bombe à 20 mètres, il ne bougera pas d'un millimètre. Il se lève et dit « Est-ce que je peux prendre une photo ?» On a tous fait non. On a tous bondi de notre siège. Vous imaginez à quel point on était dans la ligne. Déjà, on avait vu le diable. En plus, se faire photographier avec le diable, il n'en était pas question. Bon, et puis avec le temps, hein, comme avec le mur d'élémentation et le soldat israélien en 1967, je me suis aperçu qu'on était plein d'idées préconçues et que le mieux, c'était quand même de discuter avec les gens. Et donc, je me suis intéressé au mouvement, et il y a une histoire, évidemment, dans ces mouvements. Hein. La résistance n'est pas née le 7 octobre, le Hamas est peut-être né en 1987, mais il y avait aussi des antécédents. Et puis, il s'est construit un petit peu comme l'association France-Palestine ici à Riorges, en partant de presque rien. Voilà, au début, c'est 4 personnes autour d'une table, ça commence toujours comme ça. Les associations, les grands mouvements, les mouvements de libération. Ça commence toujours comme ça. Alors, en discutant avec Mohamed Rantissi, il m'avait raconté que son frère avait été déporté au Liban avec 400 personnes en 1992, dans le sud Liban, dans un endroit qui s'appelait Marjezour, le champ fleuri, moi je l'ai traduit la vallée des fleurs. Qui dans la salle a déjà entendu parler de Marjezour? Levez la main. Ah oui, on voit que je ne suis jamais venu à Riorges, hein. Là vraiment, oui. C'est bien. Bon, vous avez quelques exemplaires du bouquin. Ça fait partie de ces événements historiques extrêmement importants. C'est-à-dire que 1992, bon, vous vous souvenez, les accords d'Oslo, 1993, eh bien, juste avant les accords d'Oslo, ou plutôt au moment où ces accords étaient discutés en sous-main à Oslo, alors que d'autres négociaient à la surface, si j'ose dire, à Madrid, la vraie négociation se passait à Oslo. Et Yitzhak Rabin, le gentil Yitzhak Rabin, qui a dit d'ailleurs cassez-leur les bras et les jambes, les Palestiniens. Et d'ailleurs, Omer Bartov m'a rappelé, donc je parlais tout à l'heure, m'a rappelé cette anecdote. Il m'a dit, quand j'ai entendu Rabin dire, moi qui ai fait 4 guerres, disait Omer Bartov, quand j'ai entendu Rabin dire, il faut y retourner, vous
vous allez leur casser les bras et les jambes, c'est le moment où j'ai décidé de quitter le pays. Vous voyez, c'est le gentil Rabin, c'est il faut là aussi l'histoire reste à écrire au-delà de la géographie. Bref, Rabin s'est dit, je vais attraper 400 membres du Hamas et du djihad islamique, une vingtaine du djihad, essentiellement le Hamas, et je vais les envoyer au Liban, on va les déporter, les familles suivront, et comme ça on va pouvoir négocier Oslo avec les gens qui veulent négocier avec nous, en gros. Et ça a été un événement historique en ce sens que les 400 qui ont été cueillis chez eux ou en prison ou parfois dans la rue, ils ont été balancés au Liban l'hiver, la nuit, 1000 mètres d'altitude, il tombait de la neige, ils étaient dans des conditions physiquement très difficiles. Eh bien, ils ont pris la décision sur place de dire on n'avance pas, ils nous ont lâchés à la frontière, on ne bouge pas. Alors, évidemment, ça a causé des perturbations. Les paysans locaux sont arrivés pour venir en secours de ces déportés. La presse est arrivée. Dans les 24 heures, le Conseil de sécurité a condamné une déportation de 400 personnes sans charge ni jugement, ce qui est évidemment complètement illégal, et ça a fait un véritable buzz. Et ils sont restés sur place à peu près 1 an. Et ça faisait 5 ans que le Hamas avait été créé, mais il n'avait pas accéder encore à la notoriété internationale. Et là, vous avez des journalistes du monde entier qui sont arrivés. Il y avait un grand reporter américain qui s'appelait Larry King, qui avait fêté Noël à Marjezour. Je ne sais pas, vous imaginez l'audience qu'ils ont pu avoir à ce moment-là. Et Abdelaziz Rantisi disait, écoutez, ça fait 5 ans qu'on existe, c'est la première fois qu'on nous tend un micro pour nous demander ce que nous voulons. Voilà. Alors ce qu'il voulait, on va le voir, parce que finalement, le programme de ce mouvement, et jusqu'aujourd'hui, il a été en grande partie conçu à Marjezour, parce que finalement, vous aviez en gros la masse des intellectuels de l'époque. Il y avait 17 professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des agronomes, un urbaniste, etc. Et le reste, l'autre moitié, c'était pratiquement que des étudiants. Donc vous imaginez, vous mettez 400 personnes pendant 1 an dans un même lieu, évidemment, ils ont discuté. Ils ont discuté de tout leur programme, passé, présent et futur. Ils ont discuté, par exemple, 1992, quel sera notre rapport avec les pays étrangers. Donc vous voyez un mouvement terroriste, entre guillemets, qui se pose la question de ces relations internationales. Et dès 1992, ils ont dit on va avoir des rapports avec l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie. Vous voyez, déjà en 1992, ils y ont pensé. Et ça, c'est quelque chose qui résonne après le 7 octobre, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu une résolution qui a été proposée par les Américains au Conseil de sécurité, qui aurait été une résolution catastrophique parce qu'elle aurait abouti au classement du Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'ONU, là où elle n'a jamais été, ne sera jamais, et pour cause, l'ONU, c'est les 3/4 de la population mondiale qui a bénéficié de la colonisation. Vous voyez, on est sensible à l'Assemblée générale de l'ONU, pardon, à toutes les questions coloniales. Et donc, cette résolution américaine, elle a eu le veto de la Russie et de la Chine. La Chine n'oublie pas la guerre de l'opium. Les Chinois ont très 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 bonne mémoire, vous voyez. Et qui a proposé, eh bien, à la Cour internationale de justice de mettre en action la Convention pour la prévention et la répression du génocide, l'Afrique du Sud, bien entendu, parce qu'on n'oublie pas son passé colonial, de coloniser. Vous voyez que ce mouvement donc terroriste, entre guillemets, a profité un maximum de ce brainstorming qui a eu lieu en 1992, et il en est sorti renforcé idéologiquement. Des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés, eh bien, ont passé 1 an à discuter ensemble. Ils se sont posé la question, va-t-on aller aux élections ou pas ? Est-ce que si on va aux élections et qu'on les perd, est-ce que au titre d'une opposition constructive, on ne peut pas participer à la vie de la société, etc. Et tous ces récits, eh bien, je les ai recueillis à partir d'anciens de Marjezour avec lesquels j'ai pu m'entretenir longuement. Et c'est eux qui parlent, c'est le récit
chronologiquement, c'est eux qui racontent toutes leurs discussions, leurs départs, et tout ce qu'ils ont pu faire depuis. Et j'ai eu le grand plaisir, d'ailleurs, parce que j'ai mis du temps à écrire ce bouquin, j'ai fait quelques interviews moi-même. J'avais acheté une petite caméra et un micro, justement, parce que le son, c'est quelque chose de très important. Et j'ai interviewé 2-3 personnes qui parlaient anglais, et puis j'avais plus le temps. Et j'ai fait un interrogatoire que j'ai traduit en arabe, avec 42 questions, et j'ai laissé une caméra et un microfilm au département d'histoire de Gaza, et en disant mettez un étudiant là-dessus, et voilà. Et j'avais pas de nouvelles, j'étais très inquiet, je me suis dit est-ce que ça roule? Pas sûr du tout. En fait, ils me faisaient une blague, et quand je suis venu 4 mois plus tard, ils ont posé un disque dur sur la table, et j'avais tous mes entretiens avec les vidéos, les questions, les réponses, et faire les transcriptions. Ça a donné ce bouquin. Et si j'en parle, vous voyez, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes de télévision françaises et étrangères qui sont venues me voir récemment, parce que finalement, des images de Margie Zour, il n'y en a pas tant que ça. Des interviews originales de témoins de Margie Zour, il n'y en a pas tant que ça, vous voyez. Et donc, finalement, ce travail qui est un travail confidentiel, eh bien, avec le temps, il se bonifie un peu comme le bon vin, si j'ose dire, et eh bien, ça remonte à la surface. Et ça permet justement à ceux qui s'intéressent au mouvement, eh bien, de ne pas continuer à véhiculer des idées complètement absurdes, et ça les oblige à s'ancrer un petit peu dans la réalité. Alors, dans la réalité, il y a un autre bouquin qui est là-bas et que je n'ai pas écrit. C'est un excellent bouquin, c'est une traduction que j'ai faite. C'est l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Et vous verrez, c'est écrit par Daoud Abdullah, qui est un chercheur britannique extrêmement scientifique et sérieux. Heureusement qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui arrivent à travailler encore sur ces sujets, parce que finalement, des gens qui à plein temps travaillent sur des dossiers comme ça fait enrichir les connaissances et ça fait vraiment progresser. Donc Daoud Abdullah fait un excellent bouquin sur l'histoire de cette politique étrangère qui retrouve énormément d'échos, en particulier en ce moment où notre politique étrangère est complètement azimutée, enfin je passe. Alors pour finir sur les bouquins, après avoir interrogé nombre et nombre de personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui était absente, mort en 2004, assassiné en 2004, que je n'ai jamais rencontré, j'ai juste croisé une fois par hasard, mais je n'ai pas eu de discussion avec lui. C'était le Cheikh Yassine. Et le Cheikh Yassine, si vous ouvrez par exemple, tout le monde connaît Henri Laurence, Collège de France, qui a fait un ouvrage monumental sur la question de Palestine. C'est 5 volumes de entre 6 et 800 pages chacun, vous voyez. Eh bien, si vous regardez très simplement le volume qui correspond à la partie où a vécu le Cheikh Yassine, où il était en activité, eh bien, vous voyez qu'au cours de cette période, Yasser Arafat est cité plus de 200 fois, et le Cheikh Yassine est situé, je crois, 2 fois. Et sur l'autre volume, c'est à peu près la même proportion. Et vraiment, on ne peut que constater de manière très objective que l'histoire des 20 ou 30 ou 40 dernières années des Palestiniens, s'il y a des figures qui ont marqué cette histoire, ce n'est pas à la proportion de ce qui est rapporté. Yasser Arafat a été un héros romantique, combattant, courageux, voilà. Mais en ce qui concerne les résultats de sa politique, là c'est un peu sec. Vous voyez, que ça soit Oslo, alors ça a été une catastrophe, et ça l'est jusqu'aujourd'hui. Il y a eu l'affaire du Koweït. Par exemple, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, Yasser Arafat, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais en tout cas a soutenu Saddam Hussein. Personne ne sait, personne ne dit que le Hamas s'est opposé, car le Hamas a dit non, acquérir un territoire étranger par la force, ce n'est pas dans le droit international, et par principe, nous nous y opposons. Bon, ça n'a pas empêché tous les Palestiniens, ou 400 000 Palestiniens, à se faire expulser du Koweït,
mais on peut observer que, confronté, si vous voulez, à la réelle politique, au droit, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs politiques commises par ce mouvement, contrairement à Arafat. Alors, ce Cheikh Yassine, il a été assassiné en 2004, donc j'ai écrit ce bouquin avant le 7 octobre, donc 20 ans après, et on a très peu de sources, puisque le Cheikh Yassine était tétraplégique, paralysé des 4 membres. Vous voyez, moi je suis un chirurgien des paralysies, j'ai opéré des paralysés toute ma vie, donc c'est quelque chose qui me touche, je sais comment vivent ces personnes, et déjà le simple fait qu'il ait pu vivre jusqu'à 67 ans, encore qu'il aurait peut-être vécu 10 ou 20 ans de plus, on ne sait pas, mais déjà c'est un énorme signe, vous voyez, c'est le signe d'une société solidaire. Parce que quand quelqu'un, pendant la plus grande partie de sa vie, il a eu sa tétraplégie à l'âge de 16 ans, eh bien, a besoin d'un aidant 24 heures sur 24, y compris dans les périodes où il a été emprisonné. Il a été condamné une fois à 13 ans, qu'il n'a pas fait, une autre fois à perpétuité, qu'il n'a pas fait non plus. Eh bien, déjà, ça donne en creux, si vous voulez, ce qu'est une société. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La manière dont les handicapés sont entretenus à Gaza, je ne dirais pas traités sur le plan médical, thérapeutique, mais simplement entretenus par les familles. J'ai vu des grands handicapés de 30 et 40 ans en parfait état physique. Et d'ailleurs, une fois, c'est encore une anecdote, je vois arriver un pauvre gars avec une paralysie des 4 membres, mais toute sa tête. Et je le vois sur son fauteuil roulant, et je lui dis, vous ressemblez au Cheikh Yassine. Il me dit, vous ne croyez pas si bien dire, on a fait un film sur le Cheikh Yassine et c'est moi qui ai joué son rôle. Vous voyez, voilà. Donc déjà, cette situation de paralysé, c'est quelque chose qui impressionne. Ça coupe énormément de sources d'informations, de possibilités de réflexion, d'écriture. Il n'a rien écrit, il n'y a aucune trace écrite. Et en ce qui concerne les sources, eh bien, il y a une source importante que connaissent les fins arabisants qui sont dans cette salle, je n'en doute pas, c'est qu'il y a un journaliste qui s'appelle Ahmed Mansour, qui était à Al Jazeera au tout début. Al Jazeera venait de naître, ça faisait 2 ans à peu près. Et à un moment donné où Cheikh Yassine a pu passer dans le coin vers Doha, il a attrapé véritablement, et il a eu la sensation, il a dit après, de faire vraiment une œuvre historique, c'est-à-dire qu'il a fait un entretien long qui a duré 8 heures, 6 heures, enfin qui a été publié 1 an après, en 1999, sous la forme de 8 épisodes de à peu près 45 minutes. Voilà. Alors là, on retourne à l'histoire par le bas, c'est-à-dire que c'est le Cheikh Yassine qui raconte son histoire, et évidemment, c'est une façon de raconter l'histoire, mais en même temps, ça donne l'occasion de rire, et on rit souvent d'ailleurs quand on écoute le Cheikh Yassine, parce que c'est quelqu'un qui avait de l'humour et qui avait le sens de la répartie et qui avait une finesse en ce sens qu'il voyait plus loin que les autres. C'est pour ça que tous les noms des grands du Hamas ont été ses élèves, pour une raison simple, c'est parce que Cheikh Yassine a dit de toute façon, nous il faudra des générations pour libérer notre pays, donc l'important c'est de former la base, c'est de former les jeunes, leur donner un certain nombre de valeurs, et puis on verra plus tard pour le passage à la libération, etc. Il avait prévu plusieurs générations, et d'ailleurs ça tombe assez bien en ce moment, si j'ose dire. La génération de la libération, on y est, et ça fait 25 ans, plus de 20 ans qu'il est mort. Donc on voit que la ligne qu'il a tracée finalement correspond assez bien à la réalité d'aujourd'hui. Chaque mouvement idéologique a ses valeurs qui se diffusent, qui prennent dans un terreau à un moment donné, mais pour beaucoup, le marxisme était vu aussi comme une idéologie extérieure, une forme d'impérialisme qui venait d'ailleurs, et puis on espérait bien faire un pays frère du pays qu'on était en train d'aider à sa décolonisation, un petit peu comme ça a été le cas en Algérie. Donc les rapports entre la gauche et le mouvement d'islam politique, puisqu'il faut l'appeler ainsi, eh bien, ce sont des rapports qui sont intéressants à voir à travers des histoires de personnes, vous voyez. Et il y a des gens qui ont fait le go-between entre les deux. En particulier, il y en a un où j'ai eu un entretien long, extrêmement intéressant, qui s'appelle Imad El Falouji, qui a fait le lien
c'est un ancien du Cheikh Yassine, de ses followers, de ses jeunes. Et puis, il est parti faire ses études supérieures en URSS, vous vous rendez compte? Alors, il faut voir la discussion qu'il a eue avec le Cheikh Yassine quand il fallait avoir l'autorisation du grand patron pour aller aller chez l'ennemi, chez le diable, quoi, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à remettre dans leur contexte et qui sont bien exprimées par les témoins, qui montrent que les interrogations, les discussions idéologiques, tout ça, ça n'a pas arrêté de tourner. Quand Imad El-Faloudji est parti, le cheikh lui a dit « tu seras nos yeux et nos oreilles ». Voilà. J'ai un autre épisode aussi qui m'a été raconté par les protagonistes où l'autorité palestinienne, à un moment où elle était en place à Gaza, elle réprimait les responsables du Hamas, les soldats mettaient tout le monde en prison, etc. Donc il y avait une chape de plomb sur le Hamas. Et puis, il y a deux soldats qui sont... Vous verrez l'histoire, c'est assez rigolo parce qu'on trouve aussi l'humour du côté de Yasser Arafat. Hein. Entre les deux, ils se faisaient des piques et parfois on ne peut pas s'empêcher de rire en relisant ça. Et en tout cas, bref, Arafat décide d'embaucher 2 membres des brigades El-Qassam, donc la branche armée du Hamas, dans sa force militaire. Il en avait au moins 5 différentes dans l'une de ces branches armées. Et à ce moment-là, les gars disent, ils sont contents, ils vont être embauchés, ils vont avoir un salaire. Quand même, ils vont demander l'autorisation du grand patron, du Cheikh Yassine, et qui dit, mais allez-y, vous serez nos yeux et nos oreilles. Voilà. Et donc, cet éclectisme, il marche dans les deux sens. Et il y a toute une série de récits jusqu'à la dernière disparition d'Arafat qui montrent qu'en réalité, il y avait un grand respect entre les deux et que jamais le chef de l'islam politique, c'est-à-dire le Cheikh Yassine, a essayé de prendre le pas sur le mouvement de libération nationale qui était représenté par Yasser Arafat. Et là, on en vient un petit peu à l'actualité. Il faut vraiment lire cette histoire. Ce sont les gens qui la racontent et la confronter aussi à ce qui se passe, notamment au cours des 20 derniers mois. Vous voyez, il y a cette déferlante médiatique qui nous explique que le Hamas est un mouvement terroriste. Le mot terrorisme, dans un conflit de libération nationale, et le Hamas est un des 3 mouvements de libération nationale palestinien, le mot terroriste ne figure pas dans le statut de Rome. Il n'existe pas dans le statut de la Cour pénale internationale pour des raisons que vous connaissez tous, c'est que c'est un mot un peu flou. Il n'y a pas de caractéristiques, on l'utilise d'une façon ou d'une autre. Il n'existe que des crimes de guerre. Voilà. Et le mouvement Hamas, depuis des années et même des dizaines d'années, ne demande qu'une chose, c'est que les crimes de guerre soient jugés. Et lorsque Fatou Bensouda a ouvert en 2019 et puis en 2020, enfin il y a eu un petit délai, a ouvert une enquête approfondie, elle a dit je donne à mon bureau l'ordre d'enquêter sur tout ce qui se passe en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, donc dans un territoire donné, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Ça va être la zone où on va enquêter, et on va enquêter sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties, Israël, groupe armé palestinien, autorité palestinienne. Et je vous rappelle, il y a beaucoup de témoignages de crimes de guerre commis par l'autorité palestinienne aussi. Et donc tout ça, ça fait partie du lot de ce qui sera exploré. Et Fatou Bensouda a ajouté dans le mémoire par lequel elle a ouvert cette enquête approfondie, en sachant que ce n'est pas la Cour pénale internationale de délimiter des frontières, j'ai défini un territoire d'enquête, les frontières ne peuvent déterminer que par les populations concernées sur la base de l'autodétermination par référendum. Voilà. Et c'est exactement, depuis des dizaines d'années, la position du Hamas. On n'en parle jamais, mais qui peut penser aujourd'hui qu'on va signer un accord de paix? Par quel processus? Comment? Dans une situation qui n'a jamais été aussi aiguë. Donc le Hamas propose, et c'est dans ses textes officiels, en particulier dans sa charte de 2017, la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 est une forme de consensus national,
avec une trêve de longue durée. Trêve de longue durée qui n'est pas, comme ça a été caricaturé par certains, une espèce de vieille histoire du temps du prophète où on faisait des grèves. Pas du tout. Je dis simplement, on n'est pas dans la situation de pouvoir signer la paix, parce que la paix, c'est la paix des âmes, c'est que chacun reconnaît l'autre, vous voyez. On n'en est pas là, il faudra beaucoup de temps, il faudra peut-être une génération, vous voyez. On retrouve encore la vision, si vous voulez, du Cheikh Yassine et de ceux qui l'ont suivi. Et donc, une trêve de longue durée qui pourrait être de 10 ans, 15 ans, 25 ans. J'ai entendu Mahmoud Zahar me parler de 25 ans, vous voyez. Et après 25 ans de trêve de longue durée, déjà, il y a une partie des gens qui ont disparu, les gens se seront décontractés, des liens personnels n'auront pas manqué de se développer comme partout dans le monde, et à ce moment-là, ça sera à l'ensemble de la population vivant sur les territoires de la Palestine, le territoire de la Palestine historique, qui par contre est un territoire extrêmement précis, qui est très délimité au mètre près, eh bien ça sera à eux de décider si le statu quo ou la poursuite et l'intégration volontaire d'un pays dans l'autre sur la base de l'autodétermination. Donc autodétermination et trêve de longue durée sont les deux mots-clés et qui, raisonnablement, rationnellement, correspondent exactement à ce qui devrait être la ligne de ceux qui nous dirigent et qui, malheureusement, eh bien, n'ont strictement rien compris ou ne veulent rien comprendre. En tout cas, nous mènent malheureusement à la poursuite de cet épisode aigu auquel nous assistons. Voilà, j'en ai terminé. J'attends vos observations, vos questions et vos critiques et votre opposition aussi. 4 fois par an, j'avais mon billet d'avion et le 7 octobre au matin, on sent un coup de fil, voilà, on n'est pas parti. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je viens juste d'être à la retraite, je vais être invité par les copains et les copines pour parler. Qu'est-ce que je vais me fixer? J'ai vu la déferlante médiatique, guerre Israël-Hamas. Bon, je me suis dit, parmi les gens que je vais avoir en face de moi, il y en a un pourcentage non négligeable qui sont des pro-palestiniens indiscutables, mais qui en même temps pensent tout sauf le Hamas, vous voyez, ce qu'on appelle un peu les laïcards, si vous voulez. Et ça, c'est un petit peu mon job, si vous voulez, enfin l'objectif que je me suis fixé, c'est d'essayer justement de dédiaboliser ce mouvement, non pas par sympathie particulière, mais tout simplement pour dire, attention, il représente quelque chose. Il a gagné les élections en 2006. Pourquoi il n'y a pas d'élection depuis 18 ans? Parce que les Occidentaux et Israël et l'autorité palestinienne se disent que peut-être bien qu'ils gagneraient les élections, vous voyez. Donc, cette façon d'ostratiser un gros pourcentage de la population palestinienne, c'est quelque chose qui n'est pas juste, si vous voulez. Et on voit toutes les contorsions auxquelles tous nos politiques se livrent en disant un État palestinien sans le Hamas. Mais ça veut dire quoi? Le Hamas, c'est un programme politique. On peut pas retirer ce que les gens ont dans la tête. Pour vous donner une anecdote, une journaliste que je nommerai pas pour qu'elle n'ait pas d'ennui, mais a eu la possibilité d'interviewer Ala Abou Assira, qui est l'ambassadrice de Palestine en France, juste après disons, le dernière tentative de cessez-le-feu. Vous voyez, un certain espoir quand même. Et dans les conditions de l'accord qui a été signé par le Hamas, eh bien, il y a la réalisation d'élections générales en Cisjordanie, à Gaza, sous un an. Vous voyez. Alors la question c'était, à l'ambassadrice, comment vous allez pouvoir faire des élections en éliminant le Hamas, que ce soit les électeurs ou les candidats, vous voyez. Personne ne sait qui est Hamas dans cette salle, vous voyez. Bon. Et ben, la réponse de l'ambassadrice, ça a été de ne rien dire. Elle n'a pas ouvert la bouche. Silence total, vous voyez. Et donc, quand on voit le plus populaire, peut-être, des leaders de droite, concernant le plus populaire, je dirais même le seul, actuellement sur la place de France, qui est considéré comme ayant un discours relativement favorable aux Palestiniens,
tout le monde a compris de qui je vais en parler. Ben, il se fait applaudir à la fête de l'humanité, il y a 1 an ou 2, vous voyez, sur ce thème. Eh bien, il en est toujours à l'éradication, à l'élimination de l'islam djihadiste, de l'islamisme djihadiste et du Hamas. Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous expliquer à la moitié de la population palestinienne, qui est hautement éduquée, vous le savez, c'est le plus haut niveau d'éducation du monde arabe, eh bien qu'il faut qu'ils éliminent de leur pensée, de leur vote, de leur, une partie de l'un des 3 mouvements. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui votent dans cette direction parce que c'est le mouvement qui est passé à la légitimité de la résistance armée, qui est inscrite dans les conventions de Genève, dans les décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale en 2024. Vous voyez, c'est un vote. On vote à un moment donné pour un parti parce qu'à un moment donné, ce parti correspond à ce qu'on pense qu'il constitue l'avenir, vous voyez. Donc cette volonté de éliminer le Hamas de toute gouvernance palestinienne, c'est quelque chose qui est complètement antirationnel, c'est un cul-de-sac, et donc ça ne se passera pas. Pas plus que la feuille de route, qu'un certain nombre de choses. C'est même pas la peine de se poser la question, ça n'existera pas, vous voyez. Donc s'accrocher à des notions qui ne vont pas fonctionner, c'est participer à la poursuite du génocide. C'est ça le problème. On n'a jamais parlé autant de colonialisme qu'en ce moment. Et il y a une chose aussi que j'ai apprise récemment, je dois dire qu'il m'a scotché, mais je l'ai vérifié. Vous savez, les textes juridiques, hein, je ne vais pas vous donner de leçons, mais si vous tapez par exemple Cour pénale internationale, Palestine, français, vous lisez, il y a plein de trucs. Hein, et c'est vrai même pour le compte-rendu de la réunion de M. Barrot avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Vous tapez diplomatie gouv point machin et vous pouvez tout lire. Hein, c'est vraiment en accès libre. En ce qui concerne le colonialisme, il y a cette fameuse convention de 1947 ou 48, je ne sais jamais, pour le génocide. Donc c'est une convention qui a été écrite pour prévenir, empêcher, signaler les signes avant-coureurs pour bloquer un génocide. Donc il n'y avait que des bonnes idées dans tout ça. Eh bien, dans l'article 12, on est en 1948, l'article 12, et c'est écrit d'une façon particulièrement honteuse, il n'est pas écrit que cette convention ne s'applique pas au peuple colonisé. Il est écrit que cette convention peut s'appliquer au peuple colonisé sur proposition du colonisateur. Je ne sais pas si vous voyez. Dans l'esprit des gens, le Hamas, c'est le diable. On peut interviewer n'importe qui, n'importe où, tout le monde va dire ça. Alors, pourquoi n'intervenez-vous pas à TF1 pour expliquer les choses? Ben écoutez, appelez TF1 dès ce soir, on dit que je suis disponible. Non, mais c'est plus vicieux que ça, parce que derrière tout ça, plutôt comme moyen, il y a le classement organisation terroriste. Et ce classement organisation terroriste, qui est un classement purement politique, je pourrais vous en parler en le détaillant, eh bien, ça coupe complètement toute possibilité diplomatique. C'est-à-dire que les diplomates n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de s'entretenir. TF1 ne va pas interviewer. Moi, combien de fois j'ai dit à des journalistes, mais vous voulez appeler un dirigeant du Hamas, je vous donne son téléphone. Vous l'appelez, vous faites un zoom. Vous posez toutes les questions que vous voulez, y compris sur la condition de la femme et tout ce que vous voulez. Mais on ne le fait pas. Terrorisme, classification, et on ne le fait pas. Et c'est ce qui fait que je dirais que même les plus sympathiques des pro-palestiniens en France, ceux qu'on voit très régulièrement, pas sur les grands plateaux, mais disons sur les petits ou les moyens plateaux, ou les plateaux d'en bas, mais ça existe. Hein, et aujourd'hui, il y a un basculement. Il paraît qu'il y a plus de la moitié de la population qui ne s'informe que sur Internet. Donc ça a du poids. Eh bien, même les plus sympathiques à la cause palestinienne, comme ils ne parlent pas avec les Palestiniens, ou de façon très parcellaire, eh bien, l'essentiel des discussions relève de critiquer la position de M. Netanyahou, de critiquer celle de M. Trump, de critiquer éventuellement celle de M. Macron, mais ça n'empêche le bruit que font ces gens-là, c'est à 95%, ils ne concernent pas les Palestiniens. Moi, je connais des débatteurs palestiniens qui sont capables de vous ratatiner sur un plateau
avec extrêmement de courtoisie et dans plusieurs langues n'importe quelle opposition, parce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils vivent, leurs familles ont été partiellement exterminées, etc., etc. Ils connaissent le droit international. Je peux vous montrer un mandat à Gilles Devers de Moussa Abou Marzouk, eh bien, demandant à Gilles Devers de prendre toutes les dispositions auprès des instances pénales internationales pour le mouvement. Vous voyez ? C'est-à-dire que la demande du mouvement de droit et de justice internationale, même s'ils sont conscients qu'ils ont commis au cours de ces batailles des crimes de guerre et qui seront pour partie seulement des accusés, eh bien cette demande de droit international, elle existe partout et toujours. Et les preuves, on peut les accumuler comme ça. Et donc, il est tout à fait anormal que l'on ne leur donne pas le droit de s'exprimer. Et finalement, les seuls qui se sont exprimés, eh bien, c'est les tribunaux internationaux, qui ne parlent pas du Hamas d'ailleurs, qui parlent de groupes armés palestiniens et qui font référence aux lois de décolonisation, issues de la décolonisation, qui sont le droit à la résistance armée. Il n'y a aucune ambiguïté dans les textes qu'ils ont sortis, mais nos dirigeants politiques n'en tiennent absolument pas compte, et les médiatiques non plus, quoi. Qui peut contester qu'au niveau international, c'est un tsunami dans tous les pays, et on voit dans toute une série de pays dont le nôtre, l'opposition, la fracture qu'il y a entre la population qui est informée et nos élus qui sont 20 ans en arrière, c'est le grand bond en arrière actuellement. Écoutez, je crois que l'histoire s'accélère, notamment avec la communication, vous voyez. Moi, j'étais en communication avec Gaza encore 2 fois aujourd'hui, si vous voulez. J'essaye, dans la mesure de mes moyens, de piloter des équipes de télévision qui vont enquêter sur des sujets sensibles. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Des équipes de télévision françaises, mainstream, les grandes chaînes, vous voyez, qui veulent enquêter, par exemple, sur la famine. Vous voyez, ils sont allés parler comme ça. Ils sont allés jusque dans le département de pédiatrie de l'hôpital Nasser. Ils ont filmé des enfants en train de mourir avec des médecins à côté qui témoignaient qu'ils n'avaient pas de pathologie X ou Y, et que c'était véritablement, ils étaient en train de mourir de faim. Donc ça, quand ça passe à 40 minutes à 1 heure de grande écoute, vous voyez, ça accélère l'histoire. En ce moment, il y a les cadavres mutilés, torturés qui sont rendus par Israël. Mais je ne crois pas une seule fois dans l'histoire israélienne, ils n'auront saisi le sens de l'histoire. Pourquoi rendre des cadavres mutilés avec des signes de torture évidents dans un pays, Gaza, où il y a des médecins légistes de très haut niveau, qui vous prennent toutes les données, qui vont aller directement à la Cour pénale internationale, voyez. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer un choc dans l'opinion quand les grands médias commencent à s'en occuper. Et j'espère que ça peut accélérer les choses. Mais c'est vrai ce que vous dites. On peut penser que ça dure encore très longtemps. Et très très longtemps, puisqu'on voit que finalement, la puissance militaire colossale que représentent Israël et les États-Unis n'a pas réussi à éradiquer la résistance. Il y a toujours cette énorme arrogance. Vous voyez, par exemple, il y a une phrase de Ho Chi Minh, il avait dit « J'ai vaincu les Américains, j'ai pas perdu un seul tank ». Il n'y avait pas besoin de tanks, c'est pas les tanks, c'est pas avec les tanks qu'on a fait sortir les Américains du Vietnam, vous voyez. Donc là, parler de désarmer le Hamas, par exemple, alors qu'ils ont des armes très peu sophistiquées, ça n'a aucun sens, vous voyez. Et mettez-vous, voyez, j'ai un ami palestinien dont j'espère que vous passerez son très très beau film qui s'appelle Pour l'honneur de Gaza, tourné sous les tentes en plastique en ce moment, vous voyez, qui est un film magnifique, sans la moindre violence, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a rien, il n'y a que des personnages, des enfants, des femmes qui sont des gens extraordinaires et qui témoignent. Eh bien, quand, je ne sais plus où je voulais en venir, les forensic teams palestiniennes font un travail fantastique, et quand ça va sortir dans une grande chaîne de télévision au début du mois de janvier, ça peut provoquer véritablement un petit séisme, vous voyez. Donc,
on peut espérer que l'histoire va s'accélérer quand même. Quand je suis revenu pour la dernière fois de Gaza, j'y suis allé après le 7 octobre, j'y suis allé en mars-avril 2024, vous voyez, donc il y a 1 an et demi. Quand je suis revenu, j'ai un copain, un médecin, qui n'est pas cultivé en droit international, qui m'appelle et qui me dit « Tiens, j'ai mon père qui connaît un copain, qui connaît un copain, qui connaît un copain, qui connaît Macron. » Alors j'ai un rendez-vous à l'Élysée avec la conseillère du président, qui s'appelle Anne-Claude Legendre. « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit « Oui, j'en attends pas grand-chose, mais j'ai l'habitude de faire le kamikaze, allons-y, parce qu'au moins, on verra, on verra. » Et on y est allé. Et c'est une dame très compétente, ambassadrice, qui a fait plein d'études, qui a été en poste au Proche-Orient, qui, sur le plan de la formation, vous voyez, est indiscutable. Quand je suis arrivé, je lui ai dit combien de temps on a. Elle m'a dit le temps que vous voulez. Oh là là, moi qui aime bien faire des tunnels, je me suis dit allons-y. Et j'ai été estomaqué de voir qu'elle s'est comportée pendant 1 heure et demie que comme porte-parole de la position du président, qui a été étalée dans la déclaration de New York, dans la réponse à Netanyahou qu'il avait accusé d'être antisémite. Il a écrit des horreurs, notre président. Des horreurs en termes éthiques et en termes juridiques et en termes de rationalité, parce que c'est immoral ce que vous écrivez, c'est pas vrai juridiquement, l'immunité de M. Netanyahou, et surtout c'est irrationnel parce que vous arrivez à rien en vous mettant dans cette situation. C'est ce que nous a dit Madame Anne-Claire Legendre pendant 1 heure et demie. Et à la fin, je veux dire, quand je suis sorti, j'ai dit à mon ami, écoute, pince-moi, est-ce que j'ai vraiment entendu ça? Il m'a dit, oui, tu as bien entendu ça. Elle nous a dit, écoutez, on travaille avec beaucoup d'acharnement à élaborer un texte pour une résolution du Conseil de sécurité qui serait à la fois acceptable par les Israéliens et par les Américains. Voilà. Ça, c'est la position intangible depuis de notre président, depuis des années. Et voilà. Alors, c'est vrai que ça ne rend pas optimiste. Et on peut penser, si vous voulez, que malheureusement, la guerre aiguë, la confrontation, elle va durer jusqu'à un certain nombre de mandats soient échus, et en particulier le mandat de M. Trump. C'est ça qui rend pessimiste. Mais sur le fond, on ne peut qu'être qu'optimiste. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même sidéré tout le monde, enfin, en tout cas au niveau des sympathisants de la cause palestinienne, ça a été le 7 octobre. Quel était l'intérêt, finalement, d'aller massacrer de façon horrible un certain nombre de civils pour ensuite déclencher, finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire donner vraiment le meilleur des prétextes pour anéantir Gaza, quoi, et continuer la colonisation en Cisjordanie. Quel était l'intérêt? Il faut distinguer 2 choses. Il y a quels étaient les objectifs du 7 octobre, et puis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à propos de ce qui s'est passé du 7 octobre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à propos du 7 octobre? Bon, ben vous avez eu un affrontement aigu d'initiative palestinienne qui a abouti à un énorme massacre. Ceci n'est contesté par personne. Alors, quand vous avez et c'est là où la cellule, la Forensic Team de Gaza, que je connais très très bien, qui existe depuis longtemps, que personne ne connaît, son nom même il est inconnu, elle a été créée par le ministère de l'Intérieur palestinien, vous voyez, sous la direction du chef des services de renseignement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très très officiel de l'administration de Gaza. La Forensic Team, elle s'est développée notamment à l'occasion des marches du retour. Vous vous souvenez, les marches du retour, les jeunes qui vont à la frontière, on tire, il y a une victime. Eh bien, ils ont développé un réseau de professionnels de recueil de preuves. C'est-à-dire qu'un jeune tombe à la frontière, à 20 mètres, il y a quelqu'un de la Forensic Team qui vient, qui prend les coordonnées du jeune homme, qui prend les coordonnées de tous les témoins qui sont autour avec leur numéro de téléphone, ceux qui ont pris des photos, des trucs. Chacun va être convoqué séparément et c'est 30 minutes d'entretien. Vous remettez vos photos, vos vidéos, vous donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler pour témoigner à la Cour pénale internationale. Tout ça, c'est écrit et c'est traduit en anglais. Ça, c'est à la frontière. Quand le blessé arrive à l'hôpital Shifa, aux urgences, vous avez quelqu'un du même calibre qui pose les mêmes questions. Et puis, au bloc, vous avez les prélèvements pour savoir quel type d'obus était dans le foie à ce moment-là.
si j'ose dire, autopsie, voilà. Donc vous voyez, pour une seule victime, vous voyez tout le réseau qui est sollicité pour aboutir à des dossiers qui soient acceptables, pas une statistique, vous voyez, pas des déclarations comme ça. Donc pour le 7 octobre, 1400 morts. Pour chaque mort, eh bien, une enquête, vous voyez, rigoureuse est nécessaire pour savoir qui était la personne, qui était son statut. Si c'est un militaire en équipement, c'est eux. Si c'est un militaire pas en équipement, c'est un crime de guerre, mais c'est quand même un militaire, donc c'est pas comme un crime de guerre sur un civil, etc., etc. Deuxièmement, les circonstances. Et là, les circonstances, c'est très compliqué, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y avait un meurtre dans cette pièce? Je ne le souhaite pas, mais on appelle tout de suite la police qui met des ficelles partout. Et puis on appelle les enquêteurs, personne ne bouge, on prend des photos, on recueille, on fait des prélèvements. Vous imaginez tout ça pour un meurtre, voilà. Là, il y a eu 1400 morts. Donc vous imaginez que c'est une enquête d'une extrême complexité et surtout qu'il peut être fait que par des internationaux, une enquête extérieure, d'autant plus qu'il y a eu énormément de destruction de preuves. Vous voyez, la destruction des preuves, quand on déplace un cadavre sans le photographier, c'est une destruction de preuves. Lorsqu'on enterre des centaines de véhicules qui ont été l'objet de tirs, il faudra bien savoir si c'est des mitraillettes des combattants palestiniens, ou c'est des tirs de missiles ou des tirs de tanks qui ont tué les gens qui étaient à l'intérieur de ces voitures. Donc vous voyez, c'est une énorme enquête. Et donc, on ne peut s'en tirer qu'en appliquant le droit international et en remettant à des enquêteurs habilités au niveau international, une Cour pénale internationale des enquêteurs, la charge de faire cette enquête. Donc ça, c'est pour le 7 octobre. On ne peut pas s'en tirer autrement. Tout le reste, il faut que tous les témoins soient entendus, tous ceux qui sont accessibles, même sur la question des viols. Il y a eu une courte enquête qui a été faite par l'ONU où les enquêteurs ont expliqué toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas pu rencontrer de témoins. Il y a eu, tenez-vous bien, aucun prélèvement n'a été présenté par la partie israélienne. Quand un viol a lieu quelque part, la moindre des choses, c'est de faire un prélèvement et on a à la fois la preuve du viol et l'identité du violeur. Rien, zéro, voyez. Donc vous voyez qu'on est loin, loin, loin d'avoir une idée juridique objective de ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. L'horreur, on est tous d'accord, mais bon, il faut aller plus loin. Quels étaient les objectifs? Il y avait 3 objectifs. Aussi terrible que ça puisse paraître, aussi lourd qu'apparaisse le prix qui a été payé, il y avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de dire, un mois avant le 7 octobre, même les Américains, les conseillers du président concernant la question palestinienne disaient « tout est calme, tout va bien, il ne se passe rien, les accords d'Abraham, tout ça ». Le premier objectif, c'était de faire remonter la question israélo-palestinienne au niveau de l'opinion mondiale. Est-ce que, honnêtement, on peut dire que cet objectif n'a pas été atteint? Si, il a été atteint. La preuve, c'est que vous êtes là, dans le monde entier, il y a des milliards de personnes qui ont été sensibilisées. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de dire, écoutez, c'est un peu l'histoire du tank d'Ho Chi Minh. Certes, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est capable de vous mettre en difficulté, voyez. Moi, quand, il y a des années, je me souviens, j'avais lu dans Haaretz, il y avait un soldat israélien qui disait « Oh là là, il faut se méfier, les combattants palestiniens, maintenant, ils commencent à mettre des élastiques sur le bas de leurs pantalons, vous voyez. C'est-à-dire que, finalement, ils se mettent en situation de ne pas se casser la figure quand ils vont au combat, ils progressent, vous voyez. Ils sont partis de là, les Palestiniens. Si vous lisez la biographie d'Yahya Sinwar, que je suis en train de finir de traduire, qui m'a été commandée par un éditeur, que je ne citerai pas, eh bien, vous apercevez qu'ils ont commencé avec des bouts de ficelle. Le premier, ça c'est dans la biographie du Cheikh Yassin. Je n'ai pas interviewé Yahya Sinwar, qui ne voulait pas rencontrer personne pour des raisons de sécurité, il avait bien raison. Mais j'ai rencontré son équivalent de frères jumeaux. Hein. Ils ont fait tout ensemble au début.
il me racontait le premier pistolet. Il fallait mettre un bout de sparadrap autour pour que le barillet ne se casse pas la figure, vous voyez. Donc ils sont partis de là. Et c'est pas du tout un cerveau comme ça a été assoné partout. On a dit le cerveau, c'est un tel. Non. Depuis le début, depuis 1982, le recours à la résistance armée a été décidé. 1982, vous voyez. Et ça ne veut même pas dire qu'avant, il ne l'avait pas préparé, vous voyez. Bon. Donc il y a une espèce de continuum qui arrive au fait que face à la première puissance militaire du monde, les États-Unis, au bout de 2 ans, eh bien, les Israéliens sont toujours en guerre, ils ne sont toujours pas maîtres du sol et encore moins du sous-sol, vous voyez. Donc ils ont montré qu'ils étaient capables, en exploitant les faiblesses de l'ennemi, de tenir. Bien entendu, ils ne vont pas gagner. De toute façon, gagner dans cette affaire, c'est un mot qui ne devrait pas être utilisé. On ne gagne pas là-dessus. Mais par contre, ils sont toujours là. Ils ont... on parle de désarmer le Hamas. Bon, ils ont des armes, des mitraillettes, des charges explosives qui vont déposer au contact même d'un tank. Vous voyez, ça fait du tank une cible, mais ça ne fait pas de cette arme quelque chose que l'on ne pourra plus fabriquer nulle part. Ça n'a aucun sens de voir désormais quelqu'un qui a des couteaux et des flingues, si vous voulez. Donc ça n'a pas grand sens. Et surtout, les combattants du Hamas, il y en a qui ont payé le prix, et ils sont même sûrement très très nombreux, mais mettez-vous dans la peau, il y a Adel Assad, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait ce magnifique film pour l'honneur de Gaza. Il travaille sur un sujet qui s'appelle le seul survivant, c'est-à-dire dans une famille, le seul qui ait survécu. Il y a 5000 familles comme ça. Vous imaginez un jeune de 20 ou 30 ans qui est le seul survivant. Quel va être l'objectif de sa vie à partir de ce jour? Ça va être de continuer la lutte, évidemment. Et continuer la lutte, quand cette lutte, c'est bien, ça consiste à utiliser une Kalachnikov ou des armes de ce type, on forme un soldat en 8 jours, alors qu'il faut une génération pour former un pilote de F-35. Donc vous voyez que la lutte palestinienne ne va pas s'arrêter, c'est mécanique, c'est obligatoire, si vous voulez. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif sur lequel, là encore, on n'arrive pas à l'intégrer, c'était de faire un échange de prisonniers. Un échange de prisonniers, c'est un crime de guerre. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et les avocats des Palestiniens sont prêts à aller plaider, et je vous dirai comment, si on a un petit peu plus de temps, cette question. Mais il n'y a pas de famille palestinienne comme aujourd'hui. Moi, mon carnet d'adresses, j'ai 10% de mes amis qui ont été tués, y compris des enfants, vous voyez. Et tous les Palestiniens, c'est pareil. Eh bien, tous les Palestiniens ont un père, un fils, une fille qui est en prison. Et c'est une plaie. Imaginez que votre fils de 20 ans est en prison, condamné à perpétuité ou pas condamné du tout, mais sans aucun espoir de sortie. Ça, c'est une véritable obsession de chaque famille palestinienne. Et donc l'échange de prisonniers, je ne sais pas combien, parce qu'il y a eu très peu de publicité là-dessus, mais il y a eu plusieurs milliers de prisonniers palestiniens qui ont été libérés. Donc c'est plusieurs milliers de familles, c'est plusieurs dizaines de milliers de voisins qui se sont réjouis en voyant arriver quelqu'un qu'ils n'espéraient pas. Voilà. Donc c'était les 3 objectifs. Alors le prix payé est absolument immense, colossal. Était-il prévisible? C'est pas sûr. C'était la première offensive d'initiative palestinienne, militaire frontale depuis 1948. Au cours de toutes les précédentes, qui étaient d'initiative israélienne, les Américains ont dit au bout de 12 jours, au bout de 51 jours, stop. Voilà. Parce qu'Israël ne produit pas ses munitions. Donc on pouvait penser qu'au bout de 3 mois, ça allait s'arrêter. Or, ce n'a pas été le cas. Donc ce n'est pas du fait des Palestiniens que ce massacre effroyable a atteint le niveau qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez. D'abord, ce que je voudrais dire, je suis un fervent défenseur de la cause palestinienne, ça fait des années. Pour la petite anecdote, j'ai dirigé des centres de vacances de l'autre comité d'entreprise, je ne sais pas si vous connaissez le CCRS, et souvent on a reçu, et toujours des choses merveilleuses. Non, monsieur rappelle, et ça je voudrais insister là-dessus,
qui fait partie de ceux... Chacun a lutté à une période d'une façon ou d'une autre. Et la façon qui consiste à accueillir des enfants palestiniens, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je peux vous dire que ça laisse des traces définitives et le peu de francophonie qu'on a, mais il ne s'agit même pas de la francophonie, la sympathie que ce genre d'échange a pu produire, c'est quelque chose d'absolument capital. Bon, la question que vous soulevez sur les services étaient au courant. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'histoire où les services ont été au courant de choses qui se tramaient et où les politiques n'y ont pas cru. Ça, il y a quand même beaucoup d'exemples. Alors, savoir ce qui se passe dans la tête de M. Netanyahou, bon, de toute façon, là aussi, une enquête qui, cette fois-ci, n'est pas une enquête externe, mais une enquête interne est absolument indispensable avant de pouvoir émettre... mais c'est quelque chose qui se fera aussi, on le connaîtra, on le verra, vous voyez. Pas forcément dans très longtemps, parce qu'en Israël, il va y avoir des élections, vous voyez. Enfin, vous voyez, bon, on peut imaginer que se mettre en route sur cette question, parce que ça fait quand même énormément de dégâts. Il est clair qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait des Fédayines, avec un Fatah qui était assez puissant, qui faisait des coups de feu à partir de l'extérieur. Ça n'a pas été un vaste succès, d'ailleurs le Cheikh Yassine le disait, parce que finalement ça aboutit à Septembre Noir. Et les gens du Liban, du Sud-Liban, ils ont payé très très cher le fait d'abriter. Enfin bon, c'était une stratégie. À l'époque, le Cheikh disait on n'est pas assez puissant pour utiliser la force armée. Mais en tout cas, c'était le mouvement le plus important, le mouvement qui résistait. Et lorsque le Hamas a émergé dans les années 60, c'était pas le Hamas, c'était la Jamaïa Ismaïlia, années 70 en gros, à partir de la mort de Nasser. Voilà. Jusqu'à la mort de Nasser, on ne pouvait pas lever un petit doigt en Palestine sans tresser des louanges à Nasser. Et tout le monde, il y avait consensus, y compris des gens qui après sont allés dans le Hamas, le Cheikh Yassine et tout ça. Ils ont tous, ceux qui avaient l'âge de l'être, de la conscience, ils ont tous été pro-nassériens. Et ils ont été d'autant plus déçus non seulement des fêtes de 67, mais surtout après la mort de Nasser, ils se sont retrouvés orphelins. Donc il faut se mettre dans cette période où il y avait 4 personnes autour d'une table, et puis quelques-uns, et puis après ça allait discuter un peu dans les mosquées, dans les écoles. Les Israéliens ne se sont pas forcément opposés frontalement, et ils ont pu penser, mais il faudrait leur poser la question, qu'en laissant se développer ce mouvement qu'ils pensaient quiétiste, qui est totalement faux. Il est tout à fait faux historiquement, et pourtant c'est répété par certains qui, en principe, connaissent, qu'il y a eu un tournant à 180 degrés, qui sont partis de mouvements, l'école, l'éducation, la santé gratuite, à la résistance armée. Ils y ont toujours pensé. Il y a beaucoup de récits là-dedans qui le montrent. Mais en tout cas, on ne peut pas dire non plus que les Israéliens aient favorisé outre mesure ce mouvement. En dehors des questions financières qu'il est très difficile de tracer, il y a simplement la création de la Jamaïa Islamia. La création, ils ont mis 3 ans avant d'avoir les autorisations administratives israéliennes, parce qu'à l'époque, la bande de Gaza avait été envahie, était administrée. C'était pas comme en Cisjordanie aujourd'hui, où il y a un certain nombre de choses en principe qui sont dévolues à l'autorité palestinienne. Là, c'est eux. Donc, on construit une baraque dans la cour, on a besoin d'autorisation. On crée un dispensaire médical, on a besoin d'autorisation. Et là, vous verrez toute une série de témoignages qui montrent qu'ils n'ont eu que des problèmes. On leur donnait une licence, vous savez, le harcèlement. Israël est spécialisé du harcèlement. On vous donne une autorisation, on la retire. On vous dit que les rideaux là-bas, ça ne va pas, on ferme. Vous voyez, ça n'a pas arrêté. Donc, c'est certainement pas Israël qui a créé le mouvement. Il s'est créé parce qu'il y avait un besoin. Voilà, ils ont peut-être dit, à un moment donné, il y a eu des vrais affrontements. Là, vous verrez, il y a tout un chapitre sur la création de l'université islamique, qui a été un tournant très important. Avant 67, études universitaires, on allait en Égypte, et grâce à Nasser, toujours, c'était gratuit. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles Nasser a été adoré, a été vraiment déifié. Et puis 67, fermé. Pendant quelques années, ils ont pu continuer à y aller par la Croix-Rouge. Et puis à ce moment-là, il y a eu un attentat d'Abu Nidal. Pourquoi Abu Nidal? Et à ce moment-là,
Sadat a décidé d'arrêter. Voilà. Bon, donc ça a duré quelques années, mais fini. Bon. Plus d'université. On sait très bien que l'absence d'accès à des études de qualité, notamment universitaires, c'est une clé du colonialisme, hein, pour garder... Voilà. Et donc, l'idée est venue très vite de faire cette université. Ils ont mis des années à la faire, parce qu'au début, ils n'avaient même pas une tente en plastique. Après, ils avaient un baraquement. Et puis, il y a eu une lutte instantanément, parce que du côté du Fatah, ils ont senti le vent venir. Ils se sont dit, celui qui sera maître de l'université, il sera maître de l'avenir. Hein. Et donc, il y a eu des bagarres, il y a même eu des morts. Mais en gros, il y a eu 3 ans avant qu'aux élections, eh bien, le mouvement islamiste eh bien, soit majoritaire. Mais au début, la totalité des enseignants, la quasi-totalité, c'était des gens qui étaient plutôt du côté du FPLP ou du côté nationaliste Arafat. Voilà. Donc ça a été une longue affaire, et on ne peut pas dire que c'est les Israéliens qui l'aient créé. Non, c'est pas exact. ولي موجة خطفتها النوارس لي مشهدي الخاص لي عشبة زائدة ولي قمر